Bonjour à tous. Avant d'aller voir la partie RESTful Services, un petit retour sur les services web au sens du W3C. Et il me semble important un peu de vous montrer la philosophie et de ce qui avait été construit il y a une dizaine d'années autour de cette notion de service web et comment on en est arrivé aujourd'hui à cette notion de RESTful Services, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est du domaine de la philosophie, qu'est-ce qui est du domaine technique. Donc voilà, on va partir d'abord autour de cette notion de service web. Donc tout d'abord, ce qui est intéressant de regarder, c'est globalement un service web, c'est quoi le but? Eh ben, c'était d'en faire un intergiciel pour faciliter ce qu'on appelle machine to machine, la communication entre deux processus informatiques. Et donc le but, c'était d'avoir une méthode de communication entre deux systèmes informatiques au-dessus du web. Si on regarde la définition du W3C, qui était un peu plus précise, qu'est-ce qu'ils avaient ajouté en plus? Ils avaient ajouté important le fait que il y avait un besoin d'interopérabilité. Et donc pour faire de l'interopérabilité, il fallait, entre autres, standardiser la façon dont ça allait permettre la communication entre machines. Donc cette partie standardisation, évidemment, elle existait bien avant la partie W3C. Il y a eu tout un effort de standardisation dans les années 90 autour de Corba, fait par standardisé à l'OMG, où justement l'objectif était de se poser la question comment on peut avoir un langage de déclaration d'interface commun, un IDL, et puis après standardiser la façon dont on allait permettre, une fois qu'on avait ce contrat commun, permettre l'interopérabilité entre un client écrit dans n'importe quel langage et un serveur implémenté dans n'importe quel langage aussi. Et donc il y a eu beaucoup de travaux autour de Corba, et ce qui a un peu coûté cher à Corba, ça a été évidemment toute la partie standard qui a continué à évoluer, et au bout d'un moment, les fournisseurs de solutions n'arrivaient plus à être tout à fait conformes aux standards. Et puis, les protocoles de transport étaient plutôt basés au-dessus de TCP. Et donc, à l'heure d'Internet, c'était parfois bloquant parce qu'on se retrouvait avec des problèmes de firewall à gérer, des choses comme ça. Même s'il y avait eu des ponts, il y avait des réflexions faites pour rendre Corba compatible au-dessus, mais il y avait un certain nombre de limitations. On trouve encore, vous trouverez encore dans certains projets, évidemment, l'utilisation de l'intergiciel Corba. Entre autres, là en Bretagne, si vous travaillez pour la DGA, il reste un certain nombre de systèmes d'information tactiques au niveau de la DGA, où Corba a été utilisé avec des solutions en interne. Donc derrière, face à ces lacunes, il y a eu une volonté de standardiser un moyen de justement assurer cette communication de manière interopérable dans un contexte du web. Et donc l'idée a été de se dire, il nous faut là aussi un langage de contrat commun. Ce langage de contrat, c'est ce qu'on appelle WSDL ou WSDL. Et puis un moyen simple d'envoyer des demandes d'invocation de service et de récupérer ces résultats de ces invocations de service en utilisant là aussi des protocoles standardisés tels que SOAP, et puis des formats d'encodage de données. Le W3C, c'était aussi XML. Donc SOAP et WSDL, on va voir, c'est des protocoles qui utilisent massivement la sérialisation XML. Derrière ça, la volonté, comprenez bien la volonté qui était derrière ça, c'était de se dire, c'est toute la... Donc là, on n'est plus dans le domaine de la technique, mais plutôt de l'urbanisation de systèmes d'information. Et ça, on verra que c'est toujours très valable de se dire, on va APIfier toutes nos informations, les modules de nos systèmes d'information pour pouvoir plus facilement venir interconnecter des morceaux de système d'information qui n'est pas fait pour être pilotés ensemble, pouvoir avoir des concentrateurs qui allaient publier cette information, qui allaient faire de l'accounting sur l'utilisation de ces services, du monitoring, de la sécurité, etc. On va voir que c'est toujours le cas avec les plateformes gateway. Et puis, pouvoir avoir des clients qui soient des intranets, des systèmes d'information, d'autres éléments, etc. Donc ça, c'est une tendance qui était forte et qui reste forte actuellement, dans le domaine de l'urbanisation, la structuration des systèmes d'information. Et donc,
la réponse du W3C au-dessus de ça, pour accompagner cette tendance plutôt d'urbanisation, était de se dire, le format à utiliser pour l'échange de données est évidemment de l'XML, mais pour demander des invocations de services, c'est SOAP, et décrire ces services, c'est WSDL, et pour héberger des annuaires, on verra, c'est UDDI. Donc il y a eu une volonté de dire que les services web, c'était des composants métiers, qui devaient être autosuffisants, autodescriptifs, exécutés quelque part, à l'époque on ne parlait pas encore de cloud, mais quelque part sur Internet, et puis respectant des contrats clairs, à la fois fonctionnels, mais aussi non fonctionnels. Donc l'idée, ça a vraiment été c'était pas forcément quelque chose de révolutionnaire, c'était des volontés mais voilà, c'est des volontés qui ont continué à être poussées et qu'on retrouve encore actuellement très fortement, entre autres dans ce qu'on appelle la structuration des applications web modernes. Quand on essaie de faire en sorte d'avoir des applications web qui soient complètement APIfiées, côté back-end, c'est souvent aussi pour être dans cette tendance d'architecture. Déployé au sein des entreprises, l'objectif était vraiment de se dire qu'on allait créer des services stateless, sans état, avec le moins de logique métier en leur sein, correspondant en gros aux grosses problématiques, aux gros départements de l'entreprise, ou permettant aussi d'aller récupérer les différentes données. Et puis on allait, au-dessus de ces services un peu atomiques, construire la chorégraphie, l'orchestration de toutes les parties des processus métiers avec une surcouche de haut niveau. C'était vraiment ce qui était poussé dans cette vision SOA. Et donc, dans cette vision SOA, ce que pousse la vision du W3C, c'était de se dire, tout le mode de communication pour ces différents services, c'était l'utilisation du standard des web services. Avec cette vision d'un bus commun sur lequel on allait pouvoir facilement interconnecter les différentes briques du système d'information de l'entreprise, mais aussi des systèmes d'information de différentes entreprises. Donc, l'idée de base dans le monde du service web était de se dire qu'on allait justement APIfier un peu cette partie-là, en faisant une différence, après on y va revenir un peu plus tard, sur tout ce qui était web services, qui était REST compliant. On va y revenir juste après quand on va voir la partie REST, et puis tout service web, un peu arbitrairement, qui fournissait un nombre arbitraire d'opérations, mais sans forcément suivre la philosophie REST. Donc, sans que ce soit du tout obligatoire, on peut faire tourner la partie service web au-dessus de différents protocoles en mode texte du monde d'Internet, que ce soit du SMTP, pourquoi pas du FTP, etc. En fait, dans 99% des cas, voire peut-être 99,9% des cas, ce qui était utilisé, c'était de faire passer les messages SOAP, donc les flux XML contenant les demandes d'invocation de services, etc., au-dessus des HTTP. Donc, dans HTTP, qu'est-ce qu'on a ? On vient faire une requête, c'est un protocole en web test, on vient faire une requête en passant des headers et puis un body qui contient un certain nombre de données, qui était vide pour un get en particulier. Et en réponse, on récupérait un code de statut, le fameux code 200, si tout se passe bien, 404 si on ne trouve pas la ressource, 500 s'il y a une erreur côté serveur, 304 par exemple s'il y avait une redirection, etc. Et dans la réponse, on trouvait aussi des headers et puis un body. Le body était généralement du texte et données binaires ou justement de l'XML. Donc l'idée quand on va faire du SOAP au-dessus d'HTTP, c'est que globalement, comme on a besoin d'envoyer un flux XML, on va généralement passer par des méthodes POST pour envoyer ce flux XML, et en retour, on va renvoyer un flux XML. Donc, avec SOAP, l'idée c'est de se dire qu'on va standardiser cette façon de faire des invocations de méthodes à distance. Et puis, dans les protocoles des bases des services web, WSDL va permettre de définir le contrat de service, et UDDI va être l'annuaire de service qu'on va pouvoir venir interroger de manière standardisée pour récupérer des services, soit d'une manière de page blanche, en connaissant le nom du service qu'on recherche, soit de type page jaune, en recherchant des types de services,
soit de type page verte, en recherchant des services en fonction d'un certain nombre de critères techniques. Et donc, en gros, SOAP va nous permettre d'avoir un protocole pour faire de l'invocation de méthode, l'invocation de service à distance, qui sera extensible, qui va permettre de gérer les erreurs, etc. etc. Et puis, on a des bindings vers différents éléments. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je veux transporter un message SOAP, on va par exemple faire un post pour dire « moi je veux sur telle URL déclencher une action », et puis à l'intérieur, je vais envoyer le flux XML de ce message-là. Pourquoi le choix d'XML ? Entre autres, on ne va pas se mentir, parce que au départ, le W3C est aussi l'organisme qui standardise XML, donc c'était assez naturel. Et puis XML résolvait le problème de l'encodage des données, quel que soit le langage de programmation, quelle que soit la plateforme d'exécution, etc. À quoi va ressembler un message SOAP ? Il est structuré de la façon suivante, c'est donc un flux XML qui va contenir une enveloppe. Dans cette enveloppe, après, on va avoir un header. On peut avoir un certain nombre de blocs de header qui va être un des points d'extension possibles de SOAP parce qu'on va pouvoir se rajouter des headers particuliers facilement. Et puis, il va contenir un body. Et dans ce message body, on va avoir un certain nombre de balises prédéfinies pour demander l'invocation d'un service en particulier. La partie header étant optionnelle, la partie body, par contre, évidemment, étant obligatoire. Donc, ça veut dire qu'on va envoyer un flux XML qui va ressembler à quelque chose comme ça. Un fichier, un flux XML dans lequel on a nos headers, nos body. Une fois qu'on a dit ça, c'est pratique, parce qu'on va pouvoir se servir de SOAP évidemment pour faire de l'invocation de méthode, mais aussi pour faire de l'échange de documents, parce que la plupart des documents s'encodent bien dans un fichier XML. On va pouvoir être dans un mode RPC ou dans un mode orienté message. Ça, c'est pas forcément le standard qui va le fixer, ça va être l'usage qu'on va en avoir. Donc si on regarde un peu un détail un peu plus particulier, imaginons qu'on souhaite envoyer à l'adresse shearson.com code service une demande de cotation particulière, et on va pouvoir encoder ce message SOAP, on retrouve l'enveloppe du message SOAP, on retrouve le body, et puis dans le body, on va dire voilà le service que je souhaite invoquer, voilà le paramètre de ce service que je souhaite invoquer, où je dis j'aimerais bien avoir le coût de l'action d'une action IBM. Qu'est-ce que je vais recevoir en retour ? Là aussi, une réponse de type SOAP, qui est aussi un document XML, qui va contenir un body, avec une balise avec la réponse, et puis la valeur de cette réponse ça vaut 30.45. Il y a un certain nombre de conventions dans la façon dont on va structurer ces messages-là sur le fait que on va retrouver dans la structure la même chose que le nom de la méthode, et puis on va avoir un certain ordre des paramètres qu'on va récupérer. L'avantage, évidemment, c'est que SOAP va fournir une enveloppe pour être capable de faire l'invocation de méthode, et la façon dont on va après encoder des paramètres qui peuvent être des données structurées, etc., le fait qu'on va être basé sur XML, on va réutiliser les mécanismes d'XML, entre autres des grammaires XML, pour définir les différents types de données qu'on s'échange, la structure de ces types de données, etc. etc. Donc, on va avoir des mappings pour faire cette serialisation vers XML. On a un certain nombre de datatypes de base qui vont être serialisés, donc de choix qui ont été faits pour la serialisation de comment j'encode un entier, un float, une chaîne de caractères. Alors pourquoi il y a eu des choix de faits ? Parce que Java a sa propre façon de faire, mais potentiellement, à un moment, C++ ou Python pouvaient avoir des choix différents sur la taille des entiers de base, etc. Et donc, là, il va y avoir un choix qui va être fait de manière arbitraire sur la façon dont on encode un certain nombre de types de bases, entre autres du monde de Java. Les autres mécanismes qu'on va avoir offerts par SOAP, c'est la capacité de faire, d'avoir des messages de type erreur, où globalement, on va pouvoir encoder dans un message SOAP, donc on va souvent retourner une erreur côté serveur, par exemple pour dire je retourne un code 500 pour dire que ça s'est mal passé, mais on va au passage de ce code 500 retourner aussi un certain nombre d'éléments qui sont je ne comprends pas ce que tu me demandes, d'où vient le problème, etc. etc. Donc tout ça fait partie de la standardisation. La plupart des éléments passent au-dessus de méthodes HTTP POST quand on fait des bindings avec
Donc ça, c'est vraiment pour ce qui circule. Donc comprenez bien que ce qui va circuler dans un message SOAP, c'est une requête HTTP, par exemple, si on fait un binding HTTP, où on va faire un post sur une URL de notre serveur, on va lui dire ce que je t'envoie, c'est de l'XML de telle taille, on lui envoie l'XML, et on va, de l'autre côté, renvoyer une réponse. À tout moment, on va pouvoir demander une description WSDL. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer en détail sur l'ensemble de ces standards. Si on est voilà, de manière transparente en 2020, on peut dire que SOAP, WSDL, UDI est plutôt d'une certaine partie en perte de vitesse. En tout cas, on ne le retrouve plus présent dans des services offerts de manière publique sur le net. On le retrouve encore beaucoup dans un certain nombre de systèmes d'information de grands groupes, mais la façon d'APIfier en tout cas ces services a tendance à moins chercher à uniquement utiliser SOAP, d'où le fait de moins rentrer en détail dans chacun des protocoles. On verra que derrière, l'esprit reste en partie le même, donc c'est ce que je vais vous montrer juste ensuite. D'abord en revenant sur, bah voilà, c'est quoi une API qui suit ou des services RESTful, et puis quel est le modèle de programmation associé à la façon de faire des services qui suivent ces principes architecturaux.